Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la Guinée vers la relance du projet Simandou. Le chef de l'État a discuté cet après-midi avec une délégation du groupe Chainalco, groupe intéressé par l'exploitation des jugements de Simandou. Coopération sanitaire, la mission marocaine à Conakry traite 600 patients dans ses installations au Palais du Peuple. Sur le terrain, les patients saluent l'action. La reconstruction des maisons des jeunes de Conakry a été relancée, une initiative du nouveau ministre de la Jeunesse, Moustapha Naïté, a été dans certains quartiers de la commune de Ratoman ce matin pour constater la reprise effective des travaux. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République a reçu en audience cet après-midi une délégation du groupe Chainalco au centre des entretiens, le projet Simandou. Simandou est un projet d'extraction de minerais de fer d'envergure internationale. Sanassi Keita pour en savoir davantage. C'est une délégation du groupe minier chinois Chainalco avec à sa tête son président. Elle a été introduite auprès du président de la République par le ministre des Mines et de la Géologie. Au menu des entretiens qui ont duré une quarantaine de minutes, le projet Simandou. L'objectif du patron de ce géant minier est d'accélérer le processus de négociation du projet afin de s'atteler rapidement au travail pour répondre favorablement aux attentes des Guinéens. Notre sujet principal, c'est d'avancer le projet Simandou de manière concrète, afin de renforcer la construction, l'avancement du projet Simandou, de faire en sorte que ce projet Simandou puisse se développer rapidement afin de bénéficier au peuple guinéen, au développement économique et social de la Guinée. Le ministre des Mines et de la Géologie indique: cette visite est une visite importante, d'autant plus que Chainalco ne vient pas seul. Orietundo aussi sera là demain et le président va recevoir les deux délégations demain en fin de matinée pour justement discuter et faire le point de la situation et esquisser les perspectives pour finaliser les différents accords qui sont en cours de discussion. Les responsables des deux géants miniers, Chainalco et Rio Tinto, chargés d'exploiter les blocs 3 et 4 du mont Simandou, seront donc reçus en audience les heures qui suivent par le président de la République pour davantage discuter du projet. Les relations bi- et multilatérales entre la Guinée et le Maroc sont au point souhaité par les deux pays amis. Les Guinéens s'apprêtent à accueillir le roi Mohamed VI. Cette visite suscite un espoir et consolide davantage les relations entre la Guinée et le Maroc. Sanassi Keita nous rappelle les moments forts de cette coopération. Depuis 1958, les relations entre le royaume chérifien et la République de Guinée ont connu un renforcement de nature à exalter les rapports qui ont uni les deux peuples dans leur histoire commune. En effet, le tout premier voyage officiel du président Ahmed Sékou Touré à travers le monde, États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Tchécoslovaquie, Maroc, a permis la révélation de cet attachement historique. Ainsi, la délégation guinéenne, avec à sa tête le président Ahmed Sékou Touré, a eu droit au Maroc à un accueil chaleureux et fraternel du peuple marocain et de son illustre souverain, Sa Majesté le roi Mohamed V, concrétisant l'engagement de deux peuples. Derrière leur grand leader indépendantiste et panafricain, cette rencontre de deux fiers fils d'Afrique a mis les bases de l'action collective africaine pour l'unification et la libération effective du continent. Le cheminement de cette volonté d'action commune, imperturbable, avec l'apport d'autres fils d'Afrique, a accouché de la conférence dite Groupe de Casablanca en 1961. Depuis, les relations entre les deux pays, leurs leaders et leurs peuples n'ont fait que se renforcer. Après la mort du roi Mohamed V, son fils et digne successeur, le roi Hassan II, a repris le flambeau. Dans le respect de l'héritage du père, les frères Ahmed Sékou Touré et Hassan II ont enjolivé les liens entre les deux nations. Grâce à leur apport, plusieurs accords lient la Guinée et le Maroc, deux pays qui garantissent leur coopération intégratrice. Visionnaire et soucieux de la sauvegarde de ces liens historiques, Sa Majesté Hassan II a aussitôt associé son fils, le prince héritier Saïd Mohamed, à toutes ces démarches. Et depuis, le Maroc est toujours aux côtés des Guinéens, tant sur le plan économique que sur celui de la formation. La présence au Maroc de plus de 2000 étudiants guinéens dans les universités, écoles, instituts, facultés et autres centres de formation professionnelle en est la parfaite illustration. Mieux,
L'implantation de l'ISCAE, Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises à Conakry, conforte la volonté du gouvernement marocain de faire de la Guinée un partenaire privilégié en matière de savoir valorisé. D'ailleurs, l'ouverture par les autorités guinéennes d'un consulat général à Casablanca pour tirer vers le haut les échanges commerciaux consolide le souci du raffermissement de ces partenariats à l'heure où le Maroc est le premier investisseur des pays maghrébins en Afrique de l'Ouest. Ainsi vu et compris, s'inscrivant donc dans le cadre du raffermissement des liens de coopération et des échanges fructueux entre la République de Guinée et le Royaume du Maroc, cette visite de travail et d'amitié à Conakry de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, ambitionne de créer une nouvelle dynamique dans les échanges commerciaux entre les deux États. En effet, avec l'instauration de la démocratie depuis l'élection du professeur Alpha Condé à la magistrature suprême, la Guinée a pris un départ économique silencieux, mais éblouissant. Tous les secteurs sont ouverts et les signaux sont ouverts dans ce pays d'Afrique de l'Ouest au potentiel de développement inégalable. Dans cette optique, les secteurs clés sont essentiellement les mines, en pleine mutation aujourd'hui. À ce sujet, rappelons que la principale ressource minière connue de la Guinée demeure la bauxite. Elle occupe la quasi-totalité de l'ouest du pays et constitue l'épine dorsale du secteur minier national, avec des réserves estimées à environ 20 milliards de tonnes avec des teneurs de 42 à 60% en alumine et 1 à 3,5% de cise. La Guinée possède plus de 2 tiers des réserves mondiales, dont 1 milliard de tonnes seulement est concédé et en cours d'exploitation. En ce qui concerne le fer, les réserves les plus importantes se chiffrent à plus de 10 milliards de tonnes de minerais de teneur exceptionnelle avec 64 à 68% de fer. Elles sont localisées au Mont Nimba et Simandou. Il faut rappeler que ces concentrations peu courantes ont poussé certains spécialistes à qualifier la Guinée de scandale géologique. S'agissant de l'or, il est connu et exploité dans ce pays bien avant le 19e siècle et l'or de la Guinée a été retrouvé dans les trésors de Carthage, en Égypte et de la Rome antique. Les experts estiment le potentiel en or de la Guinée à plusieurs centaines de milliers de tonnes. Quant au diamant, il figure parmi les substances ciblées par un nombre croissant d'opérateurs miniers. Les professionnels de l'industrie classent les diamants de Guinée parmi les meilleurs au monde, du point de vue de la qualité. À ce secteur, on peut ajouter l'immobilier, un futur prometteur, compte tenu de la demande croissante de logements de qualité, de chambres d'hôtel, de terrains, d'emplacements commerciaux et de bureaux. Ce qui naturellement occasionne une spéculation importante et rapide, car la demande dépasse déjà l'offre. Justement, le secteur de l'immobilier a favorisé l'implantation des sociétés de ciment et le Maroc est un des spécialistes en la matière depuis quelques années. Il y a également le secteur agricole. La production de fruits et de légumes est pratiquement inexploitée, faute de mécanisation, de structures et de réseaux. D'immenses étendues de terres agricoles sont aujourd'hui non cultivées et disponibles, alors que la production actuelle est insuffisante. Une opportunité pour les opérateurs marocains. On ne peut non plus ignorer le tourisme, l'hôtellerie, les banques d'affaires, ainsi que les télécommunications, des domaines dans lesquels les entreprises marocaines disposent de solides atouts en raison de leurs expériences avérées dans ces secteurs. Et le roi arrive justement à Conakry avec plusieurs personnalités et hommes d'affaires dans le but de nouer des contacts solides avec les autorités guinéennes en vue d'apporter davantage leur part de contribution au développement de la Guinée à travers la volonté affichée aujourd'hui par le président de la République, professeur Alpha Condé, à transformer la Guinée au profit des Guinéens. Un bel exemple de coopération bâti sur le respect mutuel entre Conakry et Rabat. Parlons encore de cette coopération. La mission médicale marocaine a entamé ses consultations à l'esplanade du Palais du Peuple. Tout d'abord, les patients sont sélectionnés dans les centres de tri installés dans les 5 communes de la capitale. Ensuite, les plus nécessités seront admis à l'hôpital des Forces armées royales du Maroc pour bénéficier des soins gratuits. Sori Dekera est notre spécialiste des questions sanitaires. Après l'ouverture de l'hôpital mobile des Forces armées royales du Maroc, l'esplanade du Palais du Peuple vit au rythme de la mobilisation des patients. Ils viennent bénéficier des soins gratuits dispensés par cet hôpital dans les domaines de la médecine générale, de la gynécologie, la chirurgie, l'ophtalmo-ORL ou encore les soins bucco-dentaires. En dépit des longues heures d'attente, les patients consultés se disent soulagés.
Marocains doivent sortir. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens ou bien les moyens qu'il faut pour aller au Maroc. Ils n'ont qu'à laisser des gens se traiter. Ils n'ont qu'à laisser des gens venir librement pour qu'ils puissent expliquer leurs problèmes, les laisser marquer. Je suis là depuis 6h30, mais Dieu merci, on m'a consulté et j'ai eu les médicaments gratuitement. Avant d'être admis à l'hôpital humanitaire marocain, les patients sont d'abord sélectionnés dans les centres de tri. Le centre médical communal de Matam est l'un des 8 centres ouverts à travers les 5 communes de la capitale. Quand les malades viennent, il n'y a pas de parti pris. Quand ils viennent, il y a un numéro d'ordre. Ce numéro d'ordre est partagé à tous les malades. On nous a demandé de prendre au minimum 50 à 60 malades par jour. Donc les 60 malades, après les 60 malades, on leur dit de partir et de revenir demain matin. En attendant le lancement officiel de cette campagne médicale par le roi Mohamed VI et le professeur Alpha Condé dans les jours à venir, 600 personnes sont consultées et traitées chaque jour ici, au Palais du Peuple. Toujours en marge des préparatifs de l'arrivée du roi du Maroc, le ministre des Transports a visité l'aéroport international Conakry-Bessia. Il était question pour lui de s'assurer des dispositions prises par les autorités aéroportuaires pour l'accueil du roi Mohamed VI. Komara Moussa nous fait le point. L'aéroport international de Conakry-Bessia s'apprête à accueillir le roi du Maroc. Le ministre des Transports est venu s'assurer des dispositifs sécuritaires pris par les autorités aéroportières. La station vol DME qui contrôle l'orientation des avions, la tour de contrôle, la météo et la centrale électrique qui assure la plateforme aéroportière sont visitées. Nous avons fait un tour avec le directeur général de la SOGEAC et l'ensemble de ses services au niveau de l'ensemble des installations aéroportuaires pour nous assurer qu'au niveau de la plateforme, il n'y a aucune fausse note et que toutes les dispositions ont été prises depuis le tarmac jusqu'au niveau de la case pour nous assurer que tout a été mis en œuvre pour garantir une visite parfaite. Elhadj Mamadou Aliou Diallo s'est ensuite entretenu avec les différents responsables du trafic aérien pour discuter de leurs préoccupations. De la Direction nationale de l'aviation civile en passant par l'agence de la navigation aérienne jusqu'à la SOGEAC, un chapelet de problèmes a été égrené. Nos problèmes sont d'ordre technique et opérationnel. Dans tous les cas, l'aviation civile est en train de se battre pour être un service autonome et nous sommes en train de maintenir tous nos efforts dans ce sens pour que l'autonomie de l'aviation civile puisse voir le jour, comme tous les autres pays membres de l'OACI. Ça nous a donné l'occasion de présenter nos services qui n'est pas connu du commun des Guinéens. Le ministre a touché de très près ce que c'est que la navigation aérienne. Notre mission surtout, qui consiste à assurer la sécurité, la régularité et l'efficacité de la navigation aérienne publique. Le ministre a promis aux responsables de ces services que tout sera examiné pour leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. Il a enfin invité ses cadres au respect de la hiérarchie et à la rigueur dans le travail afin de donner un nouvel élan à l'espace aéronautique. L'ONG Waha offre 13 motos-ambulances à la Fondation Prosmi de la Première Dame. C'est un appui aux efforts de Madame la Présidente pour atténuer la souffrance de la femme guinéenne en milieu rural dans sa prise en charge, notamment pendant la grossesse. Adama Magasuba nous signe ce reportage. Pharmacie centrale de Guinée à Dixine. Elle a mobilisé les cadres du département de la santé publique, de la pharmacie centrale de Guinée et de la fondation Prosmi. En effet, c'est l'ONG Women and Health Alliance Internationale Agir ensemble pour améliorer la santé des femmes et des enfants de son Altesse Cheikha Shamsa Bint des Émirats Arabes Unis qui pose cet acte en répondant à la démarche engagée par Hadia Guinée Condé, première dame de la République. Démarche engagée pour soulager la Guinéenne vivant en zone rurale dans sa prise en charge, notamment pendant la grossesse et le travail. Cette donation de 13 motos-ambulances ne constitue qu'un geste symbolique.
d'autres gestes suivront. Nous espérons que cela pourra participer activement à l'amélioration de l'accès aux soins maternels. Nous espérons que cela pourra participer activement à l'amélioration de l'accès aux soins maternels. Ces ambulances conçues et mises en place par Waha International permettent de renforcer et améliorer le système de référencement entre les structures primaires et les structures secondaires, facilitant l'évacuation des femmes enceintes vers les structures de référence pour des soins obstétricaux d'urgence. C'est l'occasion pour moi de remercier les donateurs de Waha International pour ce geste combien important dans la dynamisation du système. L'ONG Waha International répond ainsi à l'inquiétude de la première dame de la République qui s'est fixée pour slogan « Aucune femme ne doit mourir en donnant la vie ». Hadja Guéné Kondé a rappelé le taux de décès maternel et celui de la mortalité néonatale qui est respectivement de 980 pour 100 000 naissances vivantes et 39 pour 1000, avant de signaler la nécessité pour le gouvernement guinéen, les partenaires, la société civile, ONG et personnes de bonne volonté d'unir les efforts afin de réduire nettement le taux de mortalité maternelle et infantile en Guinée. La mortalité maternelle n'est pas une tragédie pour les femmes seulement, mais aussi pour leurs familles, leur communauté et pour le pays tout entier. Pour les enfants, le risque de mourir est 3 fois plus élevé lorsque la mère décède. Le droit à la vie est un droit fondamental de la personne humaine. C'est dans ce cadre que la Fondation PROSMI accompagne les efforts du gouvernement pour l'amélioration de la santé des populations en général et celle des femmes et des enfants en particulier. La réduction de 75% d'ici à 2015 représente un grand défi pour nous tous. J'ose espérer que ce défi sera relevé si nous continuons à conjuguer nos efforts. Je ne saurais terminer cette allocution sans remercier sincèrement Dr Sinan Kadaj, secrétaire général de l'ONG AWA International et l'organisation Expo Dubaï 2020 des Émirats Arabes Unis d'avoir offert ces 13 motos-ambulances à la Guinée à travers la Fondation PROSMI qui serviront à sauver des vies. Le directeur général de la pharmacie centrale de Guinée a au cours de la cérémonie présenté une maquette de magasin pour une bonne conservation des médicaments. La construction de ce magasin sera parrainée par la première dame de la République. Bientôt la journée internationale de la femme, occasion pour la couche la plus représentative de notre pays de faire un plaidoyer auprès des autorités guinéennes pour l'adoption rapide des projets du Code civil révisé et de la loi sur la parité. Ce projet est l'un des objectifs du millénaire pour le développement. L'initiative est du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. François Marat. En prélude aux festivités commémoratives de la fête internationale de la femme, la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance s'est rendue dans certains départements ministériels et institutions de la Guinée. Première étape, ministère de la Justice. La ministre est ensuite rendue chez le président de l'Assemblée nationale, à la fondation de la première dame de la République et au secrétariat général du gouvernement. Objectif, faire un plaidoyer pour l'adoption rapide des projets du Code civil révisé et de la loi sur la parité. Cette journée de plaidoyer, c'est pour attirer l'attention des décideurs. C'est pour dire que nous, les femmes, on est prêts à accompagner le gouvernement, on est prêts à contribuer au développement socio-économique de notre pays. Et pour cela, les lois qui sont caduques, qui nous empêchent, il faut qu'on les réveille pour que ces lois soient corrigées, mettre en notre faveur, enlever toutes les discriminations pour que notre contribution puisse être très facile. Du côté du gouvernement, de l'Assemblée nationale et de la fondation de la première dame de la République, cette démarche de la ministre de l'Action sociale est encouragée. Je ferai de mon possible pour attirer l'attention du chef de l'État, du Premier ministre, de tout le gouvernement, tout ce que vous venez d'évoquer à mon bureau au prochain conseil. Mais moi j'ai confiance au gouvernement, à nos hommes de loi. Je sais que le texte va être rapidement ratifié. Nous allons faire en sorte que ça le devienne, et qu'il y ait égalité à compétences égales entre hommes et femmes.
Au nom de mes collègues, je puis vous assurer que ces textes seront examinés avec diligence. Dès l'ouverture de la session parlementaire qui va avoir lieu en avril, désormais, ces femmes comptent être à l'avant-garde du développement de la Guinée, comme pour dire qu'elles constituent l'épicentre de tout développement. Une mission technique du département des finances publiques du Fonds monétaire international était récemment dans notre pays. Elle a procédé au lancement du projet gestion financière publique et ressources minières. Au terme des travaux, le projet a été présenté au cours d'un point de presse. Boubacar Ba pour les détails. L'analyse du portefeuille des 14 projets en cours, dont 8 seront clôturés fin décembre 2014, et l'évaluation de leur performance sur la base des missions de supervision et des rapports d'état d'avancement révèlent que des difficultés résident encore dans la gestion, le fonctionnement et la mise en œuvre des projets et programmes. Une esquisse de solution a été proposée par les participants à cette rencontre, une esquisse jugée insuffisante par le ministre d'État en charge des Finances qui voudrait finir avec les tracasseries et tâtonnements qui freinent le fonctionnement des projets et empêchent l'État à bénéficier de nouveaux financements. Il faut définir des délais de traitement des dossiers. Il faut que des sanctions se trouvent derrière tous ces petits actes. Comme ça, le fonctionnaire va connaître, il va savoir qu'il est là pour rendre le service public. S'il ne peut pas le rendre, il va quitter. Le directeur des opérations Banque mondiale pour la Guinée s'est réjoui de la qualité des débats. La Banque mondiale a été interpellée sur un certain nombre de choses. Je peux vous dire que nous avons noté et nous allons suivre ça de très près à notre niveau. Chèque va mettre en place un système qui permettra de faire des revues trimestrielles, de petites revues pour faire le suivi des actions. En termes de financement, le portefeuille actuel n'est constitué que de dons et les fonds proviennent de l'IDA et les fonds fiduciaires. Ouverture ce matin des travaux de restitution du rapport d'évaluation du programme RECOPEL piloté par le National Democratic Institute, NDI. Le programme de renforcement de la confiance des partis politiques et de l'électorat a été financé par l'USAID, l'Union européenne et le PNUD pour la fixation dans l'esprit de tous du maintien de la paix, de la démocratie et la consolidation de l'état de droit. Mahmoud Bari. C'est un document de 24 pages qui a été présenté aux différents acteurs du processus électoral guinéen. Piloté par le NDI, ce programme a été financé par l'USAID, l'Union européenne et le PNUD pour un enracinement de la démocratie. Mais le plus important reste les enseignements tirés de cette expérience pour les partis politiques en lice pour les élections. Il y a eu des évaluateurs guinéens qui sont allés sur le terrain, qui sont partis dans les différentes régions du pays, mais qui sont partis aussi dans le monde rural pour interviewer ceux qui ont été déployés sur le terrain comme les délégués des candidats et des partis politiques, ceux qui ont géré les bases de données pour le compte des partis politiques, et c'est l'ensemble de leurs impressions qui constitue le rapport d'évaluation. Le programme RECOPEL a montré la nécessité pour les partis d'introduire l'organisation de la veille électorale dans leur stratégie afin de garantir la transparence et la crédibilité du processus électoral. Cet atelier constitue une opportunité unique pour faire le point des avancées démocratiques et des efforts restant à accomplir, notamment dans la perspective des prochaines échéances électorales. L'Union européenne tient à souligner l'implication active et vigilante des partis politiques guinéens dans l'observation du scrutin. Il faut marquer une pause pour tirer les leçons, pour qu'on puisse bâtir le futur avec les renseignements de tout ce qui s'est passé, pour tirer les leçons afin que nous puissions améliorer le dispositif électoral et aussi les étapes du processus électoral. Le programme RECOPEL a été initié et mis en œuvre dans un contexte sociopolitique particulièrement difficile où il fallait trouver un mécanisme qui garantit un minimum de transparence afin de ramener la confiance au sein de la classe politique et relancer le processus électoral. C'est pourquoi les représentants de la CENI et de l'administration du territoire ont apprécié les résultats et rassuré de leur engagement à respecter les conclusions du rapport.
Direction Sanguiana, c'est dans la préfecture de Kouroussa. Un projet de construction de 4 infrastructures socio-économiques de base vient d'être orienté dans cette sous-préfecture par le budget national de développement. La pose de la première pierre de ces édifices a connu la présence du ministre de la Communication. Cheikh Sanoussi 5 ans, reportage. Fortement mobilisé ce samedi 22 février 2014, Sanguiana en effervescence exprime sa joie à l'émissaire du gouvernement pour avoir bénéficié du budget national de développement, le projet de construction de 4 infrastructures d'une pertinence particulière, à savoir un centre de santé amélioré, une maison des jeunes, un bloc administratif siège de la commune rurale et un centre de saponification et de transformation du beurre de karité est la réponse aux besoins prioritaires toujours exprimés par ces populations. Ces actions, une fois achevées, seront un ouf de soulagement en ce sens qu'elles apporteront une solution aux besoins prioritaires toujours exprimés par nos populations. Nous voudrons vous garantir que ces infrastructures seront jalousement entretenues et rappeler une fois encore notre adhésion au programme de société de son Excellence Monsieur le Président de la République dans sa volonté de faire de la Guinée un pays émergent. Cette marque d'attention aux populations de l'arrière-pays par le gouvernement est vivement saluée par les autorités. On voit maintenant l'impact réellement sur les populations à la base et nous pensons que le développement réel, c'est quand on a le développement au niveau des collectivités. Invité par l'association des jeunes et amis du Sanguiana pour le développement, le ministre de la Communication a indiqué. Aujourd'hui, nous venons pour la pose des pierres des infrastructures pour Sanguiana d'une valeur de plus de 5 milliards. C'est important. Mais ce que Sanguiana a fait pour la Guinée, c'est plus que tout ça. Tout ce que le gouvernement pourra faire pour Sanguiana ne pourra pas récompenser les efforts fournis par Sanguiana. Seul Dieu peut vous payer. Je suis à votre écoute. Je sais que vous êtes des hommes de vertu, des hommes capables, des patriotes. Vous n'allez jamais me tromper. Cette manifestation, ponctuée du défilé de l'ensemble des couches socio-professionnelles de la localité et d'autres prestations des artistes, ont été suivies de bénédictions à la mosquée et de cette rencontre de football entre les fils ressortissants et résidents de Sanguiana. Il faut noter qu'avant, le ministre s'était rendu sur le Sotikemo où il a échangé avec les notables sur le maintien du tissu social. D'autres rencontres sur le chemin de retour, notamment à Fela Kumfinde et à Linsan, ont enrichi ce voyage de Aluseni Makanera Kake dans la savane guinéenne. Autre titre de cette édition, c'est la reprise des travaux de construction des maisons des jeunes de Conakry. On se rappelle que ces chantiers étaient en souffrance pour manque de financement. Déterminé à voir ces édifices servis de cadre d'épanouissement pour les jeunes, le ministre de la Jeunesse vient de lancer le redémarrage de 3 chantiers sur 12. Alia Kamara. Un mois, c'est le délai contractuel pour achever ces 3 maisons de jeunes, celles de Nongor, Kaporo et Taouya. Pourtant, les travaux avaient été lancés en novembre 2012 pour un contrat d'1 an, mais ils ont été interrompus 6 mois plus tard pour faute de paiement. Aujourd'hui, un nouvel accord a été trouvé. L'entreprise qui exécute les travaux a décidé elle-même de les préfinancer et de fixer une nouvelle échéance. Lorsque ce projet nous a été présenté, il n'a pas fallu pour nous réfléchir longtemps. On s'est lancé dans cette entreprise de rénovation et de construction de maisons des jeunes parce qu'on pense que l'avenir est dans les mains de la jeunesse aujourd'hui en Guinée, qu'il y a une urgence à mettre en place des structures telles que les maisons des jeunes. L'ancien accord est donc revu à travers la signature d'un avenant. Celui-ci stipule que les 39 milliards de francs guinéens contractés pour construire 14 maisons de jeunes, dont 12 à Conakry, seront effectivement payées. La nouvelle échéance indique que ce paiement se fera au prorata de l'évolution des travaux. C'est un engagement fort de notre part de mettre tout en œuvre pour que la société soit payée. Donc cet engagement, nous l'avons confirmé par les signatures d'avenant. De l'autre côté, l'entreprise aussi a eu à prendre des engagements, c'est-à-dire la reprise effective des travaux aujourd'hui sur les différents chantiers que nous avons visités aujourd'hui et la livraison de ces chantiers, de certains de ces chantiers au plus tard dans 60 jours. L'entreprise dispose donc d'1 mois pour rendre les clés des maisons de jeunes de Taouya, Kaporo et Nongo, même si pour l'instant les travaux sont effectués globalement autour de 60
Et puis la Guinée sur le point de se doter d'une chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat. Le ministère de tutelle invite à un bon déroulement des travaux. Habib Djama. Et d'artisanat de Guinée par l'élection du nouveau bureau exécutif de l'instance, telle est la 4e priorité sur les 6 que constitue la feuille de route du département de tutelle. Très attendu par le gouvernement, ce processus inclusif entre dans sa dernière ligne droite. Après la mise en place des commissions électorales, la formation à Conakry des agents électoraux et la tenue des ateliers de restitution dans toutes les régions administratives et pour toutes les préfectures du pays, je saisis cette occasion pour inviter les agents électoraux à poursuivre et à parachever dans les délais prescrits la confection des listes électorales, condition première des élections. Ces listes électorales seront affichées pendant le délai prescrit et resteront ouvertes aux corrections éventuelles pour enrôler tous les opérateurs économiques remplissant les conditions nécessaires. L'élection des antennes préfectorales et des antennes communales de Conakry est prévue pour le 16 mars, celle des bureaux régionaux le 13 avril, puis le bureau exécutif national de la Chambre le 1er juin 2014. Un processus ambitieux pour le chef du département du commerce. Pour assurer une bonne mise en œuvre de ce processus électoral, j'invite tous les opérateurs économiques à se faire enrôler sur les listes électorales ouvertes au niveau de chaque préfecture et commune de Conakry dans les structures concernées du ministère du Commerce. J'en appelle aux gouverneurs des régions, aux préfets, aux sous-préfets et aux commissions électorales pour créer toutes les conditions et une bonne tenue des élections dans la transparence, la sérénité et l'impartialité. Savoir lire et écrire couramment le français et être capable de défendre le programme de son mandat sur le plan national et international, voilà entre autres exigences de cette élection qui va doter la Guinée d'une chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat crédible et consensuelle. À quand la reprise des activités de la société industrielle de visite technique automobile en Guinée? La question reste et demeure sans réponse pendant que les accidents se multiplient, dont la majorité est due au manque de visites techniques. Ibrahima Keita nous fait le constat. Aujourd'hui, la route continue d'endeuiller des familles guinéennes. Des accidents de la route souvent mortels enregistrés en rase campagne. Et malheureusement, à l'origine de ces accidents, l'absence de structures appropriées pour les visites techniques automobiles. Si on prend le pourcentage des causes d'accidents, le manque d'entretien technique occupe la première place. Puisque si vous prenez 5 cas d'accident, vous trouverez que les 3 cas sont dus au défaut d'entretien technique. Et pourtant, la société de visite technique automobile Civita, en son temps, avait réussi à minimiser le phénomène. Fermée il y a plus de 10 ans, l'absence de la Civita porte préjudice aux usagers de la route. Il y a trop d'accidents dans notre bureau comme ça, c'est la défaut de Civita, puisque le Civita ne fonctionne pas. Avant le départ, il y a moins d'accidents. Mais dès que ça a arrêté, l'accident a repris. De Bokeh, précisément à Kamsar, à Labé, en passant par les Érécoré, les installations avec des équipements de dernière génération attendent. Il y a des machines toutes en place. Seulement, on attend seulement l'ordre de l'État. Et là, nous, on peut commencer. Le plus urgent est la relance de la Civita en Guinée, afin d'amoindrir les accidents de la route qui endeuillent des familles. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête. Merci de votre fidélité à la télévision nationale et passez une agréable nuit en compagnie de nos programmes. Bonsoir à tous.